Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 932 de l'After Zap Image. On va débuter avec les résultats complets de la 26e journée de Ligue 1. Montpellier s'est imposé face à Rennes sur le score de 2-1. Victoire pour Lens sur le score de 2-1 face à la Lanterne Rouge Dijon. Victoire aussi pour Metz du côté de Nice. Là aussi c'est sur le score de 2-1. En bas de tableau, une victoire importante pour les Crocos-Nîmois qui s'imposent 2-0 face à Bordeaux. Ça va beaucoup mieux pour les Crocos depuis le départ de Jérôme Arpinon. Match nul entre Strasbourg et Angers 0-0. À 17h, le leader lillois fait une bonne opération. Lille s'impose 4-1 du côté de Lorient. Et puis à 21h, c'était l'affiche de la soirée du côté du Parc des Princes. Le PSG recevait Monaco. Très bonne opération réalisée par les hommes de Niko Kovac. Monaco s'impose 2-0. On fera évidemment un petit point sur le classement dans quelques minutes. On va quand même démarrer avec la victoire du leader. Lille qui s'impose logiquement et tranquillement hier du côté de Lorient sur le score de 4-1. Des Lillois qui nous ont montré vraiment de belles choses hier. Dans l'état d'esprit, c'était pas du tout la même chose que l'on a vu face à l'Ajax et face à Brest il y a une semaine en Ligue 1. Hier, les Lillois ils sont rentrés sur le terrain pour faire mal à cette équipe lorientaise, pour imprimer le rythme et le tempo du match, et ils l'ont bien fait. Ils ont réussi leur coup, les Lillois hier. Ça a été très dur pour le FC Lorient sur ce match. Sincèrement, sur la première mi-temps, les Lorientais, ils ont énormément souffert. Je pense qu'ils ont dû dépasser le milieu de terrain à 2 ou 3 reprises. Les Lorientais, ça a été très compliqué hier pour les Merlus. Ouverture du score signé Andrew Gravillon contre son camp pour le LOSC. Quelques minutes plus tard, une belle égalisation de Jérôme Ergaud, le latéral lorientais, d'un magnifique enroulé. Juste avant la mi-temps, là aussi un très joli but, une lourde frappe de José Fonte. Ça faisait donc 2-1 pour Lille à la mi-temps. Et puis en seconde mi-temps, Jonathan Iconé et Brad Haritch ont permis au LOSC de s'imposer donc sur le score de 4-1. Autre succès hier, celui donc de Monaco du côté du Parc des Princes sur le score de 2-0. Les buteurs monégasques Sofiane Diop et Maripane. Une prestation collectivement aboutie de la part de l'AS Monaco hier, avec une organisation tactique infaillible du côté de l'ASM. C'est très difficile de se remémorer une occasion franche pour le PSG hier. Ils ont eu toutes les peines du monde, les Parisiens, à se créer des situations favorables devant le but de Benjamin Lecomte. Il n'y en a quasiment pas une, il n'y en a même pas une sur la première mi-temps. Il y a eu quand même du mieux sur la seconde mi-temps du Paris Saint-Germain, mais ça reste très faible. Ce que nous a proposé le PSG hier face à Monaco. Et tactiquement, le match monégasque, il est parfait avec cette organisation défensive très basse, avec des lignes très resserrées qui n'ont vraiment pas permis au PSG de trouver des bons espaces comme ils avaient pu le faire face au Barça il y a quelques jours. Donc Niko Kovac a vraiment maîtrisé son sujet hier et maîtrisé son match avec Mauricio Pochettino. Bravo à l'AS Monaco, c'était très bon défensivement, c'était très bon aussi comme d'habitude dans les sorties de balle, les projections vers l'avant. Il y a des joueurs de qualité pour l'AS Monaco. Prestation très décevante du Paris Saint-Germain. Déclaration de Mauricio Pochettino qui nous dit: on a pris un mauvais départ, on a couru après le score sur tout le match. C'était difficile de trouver des espaces dans leur défense. On n'a pas su se montrer dangereux. On ne s'est pas créé assez d'occasions. Ensuite, Marquinhos qui nous dit: c'est une très mauvaise soirée. Monaco a fait un très bon match, mais c'est inadmissible de notre part qu'on laisse les équipes venir à la maison s'imposer 2-0. C'est déjà la 3e défaite à domicile du PSG cette saison. Une déclat de l'entraîneur victorieux Niko Kovac qui nous dit: je suis très content de la performance de mon équipe. Paris, c'est une grande équipe, on a joué très fort pendant 90 minutes et on a mérité notre victoire. Ils n'ont pas eu beaucoup d'opportunités, c'est magnifique et c'est ce dont on avait besoin. On bat le PSG pour la 2e fois cette saison. Je dois féliciter mes joueurs. Petite stat quand même assez sympa et très intéressante. Donc comme le dit Niko Kovac, Monaco a battu le PSG sur le match aller et sur le match retour. Ça n'était plus arrivé en Ligue 1 qu'une équipe batte le PSG 2 fois sur la même saison depuis 2011-2012. C'était l'AS Nancy. Donc c'est vraiment quelque chose de fort qu'ont réalisé les hommes de Niko Kovac hier du côté du Parc des Princes. On poursuit avec le bilan du Paris Saint-Germain face aux équipes du top 4 du championnat. C'est très mauvais pour le PSG. Aucune victoire face à ses principaux concurrents. Défaite face à Monaco, donc double défaite face à Lyon. Le match nul face à Lille. Évidemment qu'un titre de champion de France,
Ça se gagne sur la durée, mais ça se gagne aussi sur les matchs face à tes concurrents directs. Et là, le PSG ne prend quasiment aucun point face à ses principaux concurrents. Ensuite, on continue avec une autre stat. Le PSG est 3e de Ligue 1 après 26 journées. C'est son plus mauvais classement dans l'élite sous l'ère qatari. Ça n'était jamais arrivé au PSG d'être autant en retard après 26 journées. Et c'est la même chose en termes de points, puisqu'à l'heure actuelle, le PSG a 4 points de retard sur le leader lillois. Ça n'était jamais arrivé au PSG après 26 journées, en tout cas sous l'ère qatari. Ensuite, on continue avec une petite info qui concerne la prolongation de Mbappé. Les discussions se poursuivent toujours entre le PSG et Kylian Mbappé. Contrairement à ce qu'indique RMC Sport, le club n'a pour l'instant transmis aucune offre à Mbappé. Direction l'Olympique Lyonnais maintenant avec Jean-Michel Aulas qui a proposé de mettre à disposition le Groupama Stadium dans le cadre d'une expérimentation scientifique sur le retour du public dans les stades. Toujours du côté de Lyon, c'est Rudy Garcia qui nous a parlé un petit peu de Lucas Paqueta sur le match face à Brest vendredi. Vous avez peut-être vu le but de Lucas Paqueta sur cette énorme erreur de Cibois, le gardien brestois. Rudy Garcia qui nous dit: on savait très bien que Cibois faisait semblant de dégager du pied droit avant de faire un crochet pied gauche. Lucas Paqueta, il était au courant de cette information, il était au courant et il nous l'a même montré sur le terrain puisqu'il est venu prendre tout simplement la balle dans les pieds du gardien brestois. Ensuite, on a une déclaration d'un jeune lyonnais qui prend vraiment de l'épaisseur depuis quelques semaines et il s'est quand même imposé comme un titulaire depuis quelques semaines dans la défense lyonnaise. Diomandé, le jeune défenseur de l'OL à l'âge de 19 ans, il nous raconte un petit peu son enfance, notamment les problèmes qu'il a eu avec son papa. Il nous dit: j'ai décidé d'arrêter l'école en CM1 pour faire du foot. Ça a fâché mon père, il ne me donnait plus rien, plus à manger. C'était très dur, je regardais un match de foot, il venait éteindre la télé dans le couloir quand on se croisait, on se regardait mal. Ensuite, direction Marseille, d'après les infos de l'équipe, Boubacar Kamara a très peu de chances de prolonger avec l'OM. Une vente cet été semble obligatoire puisque le jeune milieu de terrain sera en fin de contrat en juin 2022. C'est quand même incroyable du côté de Marseille. On n'arrive pas à prolonger un joueur qui est un minot du club, Boubacar Kamara. On n'arrive pas à lui proposer quelque chose qui puisse l'intéresser. J'espère de tout cœur qu'il pourra prolonger parce que du côté de Marseille, les supporters se plaignent souvent qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui arrivent à éclore du côté de l'effectif professionnel. Donc là, il y en a quand même un et il est plutôt bon. J'ai quand même du mal à comprendre pourquoi l'OM ne fait pas tout pour prolonger Boubacar Kamara. Ensuite, d'éclat de Nasser Larguette qui nous parle de Dimitri Payet. Il nous dit: il a demandé à continuer à travailler. Il fait des séances supplémentaires. Ça veut dire qu'il est pro, qu'il prend à cœur son métier. J'espère qu'il confirmera ce qu'il a donné sur les derniers matchs. Il est un petit peu mieux, hein, Dimitri Payet, notamment face à Nantes et puis face à Nice en milieu de semaine la semaine dernière. C'était plutôt pas mal, donc tant mieux pour l'OM. Ça reste quand même un joueur de qualité dans un effectif où il y a quand même très peu de qualité du côté de Marseille, donc ça reste quand même un joueur assez important. Ensuite, info qui concerne Jorge Sampaoli. C'est fait, Jorge Sampaoli est tombé d'accord avec l'Olympique de Marseille, un accord jusqu'en 2023. L'Argentin deviendra donc le nouvel entraîneur de l'OM. La date d'arrivée pour le moment n'est pas encore définitive, ce pourrait être dès cette fin de semaine, mais à l'heure actuelle ce n'est pas encore acté. Une petite image assez incroyable de Jorge Sampaoli hier. On jouait l'avant-dernier match de la saison au Brésil et Jorge Sampaoli s'est fait expulser après être entré sur la pelouse pour protester contre une décision de l'arbitre. Donc vous le voyez sur le côté gauche de l'image, il y a eu un penalty à quelques minutes de la fin du match contre son équipe évidemment, donc il est rentré en furie sur le terrain pour aller invectiver l'arbitre. Il a eu un carton rouge et puis donc sur le côté de l'image vous le voyez haranguer son équipe en train de se tenir à un grillage. Donc ça va être quand même quelque chose d'assez fou, hein, Jorge Sampaoli du côté de Marseille, parce que c'est quelqu'un d'assez volcanique, hein, Jorge Sampaoli. On fait un petit point sur le classement de la Ligue 1 les amis, avec donc un championnat hyper serré cette année, et c'est tant mieux pour l'intérêt parce qu'on a quand même l'habitude depuis quelques années de voir le PSG avec 10 ou 15 points d'avance, donc tant mieux pour l'intérêt cette année. On a une Ligue 1 qui est très très serrée, notamment en haut de tableau, avec ces 4 équipes qui se tiennent en 6 points. Le leader lillois 58 points, deuxième l'OL 55 points, troisième le PSG 54 points. Et donc Monaco 4e, 52 points, c'est très intéressant évidemment. Ça nous annonce une fin d'année assez palpitante. Ensuite,
Vous avez vu, 5e position, le Racing Club de Lens. On rappelle, les Lensois sont promus. Lens 40 points. 6e, le FC Metz 38 points. 7e, l'OM 38, un match en moins. 8e, Rennes 38, un match en moins. Et puis en bas de tableau, hormis Dijon, ça reste quand même assez serré entre le FC Nantes, Lorient et Nîmes. Les Nantais, premier non relégable, 23 points. 18e, Lorient, 23 points. 19e, Nîmes qui revient bien, 21 points. À noter qu'on aura donc ce match très important mercredi. En retard entre Nîmes et Lorient. Direction l'Espagne maintenant les amis, avec la contre-performance du Barça qui perd des points précieux dans la course au titre, des points au Camp Nou en plus. Le Barça a tenu en échec hier par Cadix sur le score de 1 but partout. Les 2 buts marqués dans ce match l'ont été sur penalty. Barça qui perd des points à la 89e minute sur penalty à la suite d'une faute de Clément Langlais. C'est déjà le 3e penalty concédé par Langlais cette année. C'est vraiment un joueur qui n'est pas bien, qui n'est pas en confiance actuellement. C'est Léo Messi qui avait marqué sur penalty pour le Barça, qui a donc perdu des points hyper précieux en toute fin de match. On regarde la une du quotidien Sport, mais aussi celle de Mundo Deportivo, deux quotidiens pro Barça, avec le même titre chez les deux quotidiens, impardonnable. On se demande encore comment le Barça a pu perdre des points hier face à Cadix. Regardez les statistiques du match du Barça face à Cadix hier. 81% de possession, 19% pour Cadix, 20 tirs à 3, 1 tir cadré pour Cadix, ça va au fond. Comme souvent du côté de Barcelone, encore une fois, des gros problèmes pour terminer les occasions, et donc Cadix qui n'aura pas perdu cette année face au Barça. Double déclat de l'entraîneur Ronald Koeman. Premièrement, il nous dit: je suis peut-être encore plus déçu que mardi face au Paris Saint-Germain. Nous avons eu une bonne trajectoire en championnat depuis quelques semaines. On se devait de gagner ce match après l'avoir tant dominé, mais ça n'a pas été fait. Nous n'avons pas été à la hauteur. Autre déclat de Ronald Koeman qui nous dit: nous avons généré beaucoup d'occasions sur ce match, mais nous ne les avons pas convertis en but. Et oui, comme d'habitude du côté de Barcelone, eh bien, quand tu n'arrives pas à te mettre à l'abri, eh bien, en général, ça pose problème. Ensuite, une petite info qui concerne Samuel Umtiti, qui a fait un don de 10 000 € à son tout premier club, le FC Ménival, afin de les aider à faire face aux conséquences financières de la crise sanitaire. Un super geste de la part de Samuel Umtiti. On sait très bien que les clubs amateurs sont en grande difficulté. Direction l'Angleterre maintenant, avec la victoire des Citizens hier du côté de l'Emirates face à Arsenal sur le score d'1-0. Un but en tout début de match au bout de 2 minutes. Raheem Sterling. Bon, City a globalement dominé cette rencontre. Ils sont tout simplement inarrêtables à l'heure actuelle, les Citizens, et évidemment ils filent tout droit vers le titre de champion d'Angleterre. Une déclat de Ilkay Gundogan, qui est en train de vivre la meilleure saison de toute sa carrière. Il nous dit: je ne sais pas vraiment ce qui fait la différence actuellement, j'ai juste l'impression de jouer dans un rôle un petit peu plus offensif. Peut-être que mon désir d'arriver dans les bons espaces a augmenté par rapport aux autres saisons. J'essaie juste d'aider mon équipe autant que possible, pas seulement offensivement mais aussi défensivement. J'essaie d'être là, de gagner des duels, bloquer des tirs et tout simplement d'être là où il faut. Une année vraiment exceptionnelle pour Ilkay Gundogan. Ensuite, on a une déclat de Sergio Agüero. On en parlait hier, Sergio Agüero. À l'heure actuelle, on ne sait pas trop. Il jouera l'année prochaine. Même lui, il ne sait pas trop ce qu'il va faire. Sergio Agüero qui nous dit: je termine mon contrat à la fin de saison et je ne sais pas encore ce que je vais faire. La première chose que je veux faire, c'est de jouer au football évidemment, et à la fin de saison, nous verrons. Donc voilà, peut-être qu'on aura un Agüero qui prolongera du côté de City, peut-être qu'on aura un Agüero du côté de Barcelone, parce que le Barça est assez intéressé. On va terminer, les amis, du côté de l'Italie, notre petit tour d'Europe, avec donc hier la victoire importante dans le derby milanais, l'Inter qui n'a fait qu'une bouchée du Milan hier sur le score de 3-0 pour les interistes, avec un doublé pour Lautaro Martinez, un but aussi pour Romelu Lukaku. Le score est hyper sévère pour ceux qui ont vu le match, parce que il y a 3-0, mais sincèrement Milan a eu aussi de grosses occasions face à l'Inter. Seul problème, c'est que l'Inter est diablement efficace en défense, diablement efficace offensivement. C'est pas du tout le cas du côté de Milan, qui a beaucoup de problèmes défensivement et qui offensivement n'est pas assez tranchant. Regardez une petite image assez sympa hier dans ce match, ou en tout cas un petit comparatif, notamment sur la deuxième mi-temps, la position moyenne des joueurs milanais. Donc vous voyez,
tous les joueurs milanais hier qui étaient dans la surface, en tout cas dans la moitié de terrain des joueurs de l'Inter, hormis évidemment les 2 défenseurs centraux. Et regardez par contre la position moyenne des joueurs de l'Inter. Ils étaient tous dans leur camp. Donc c'est pour montrer aussi hier que Milan a beaucoup tenté et que l'Inter a plutôt bien joué les contre-attaques et a été hyper tranchant dans la surface de réparation. L'Inter fait évidemment une très bonne opération au niveau du classement et distance donc le Milan maintenant. 4 points d'avance pour les interistes. Et on va terminer les amis avec cette petite image assez insolite. C'était hier du côté de la Suisse lors du match entre Zurich et Sion. Un chien qui s'est présenté sur le terrain de ce match, un très joli chien d'ailleurs. Il me semble que c'est le chien du propriétaire du FC Zurich. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!